La tradition dans cette podcast, c'est de laisser un savoir sacré à chaque fois qu'on parle d'un signe astral, un signe astrologique. Et un signe stellaire, oui. Un signe solaire aussi. Et c'est vraiment fou parce que j'ai commencé en n'ayant pas forcément de programme, puisqu'il reste dicté et guidé par la petite voix, l'intelligence invisible. Et j'ai commencé par Jupiter, non pardon, par Hélios et Lion, donc l'énergie soleil et le système solaire, pour évoluer, sans m'en apercevoir au début, hein, vers Gémeaux, Vierge, Balance, Taureau, Cancer. Allez, on y va. Sagittaire, Jupiter et maintenant Capricorne, Saturne. Et déjà pour Jupiter, je me suis fait, entre guillemets, une jolie petite pincette de vérité, quoi. Euh, L'enseignement, c'est tu parles de l'école des savoirs sacrés. Donc c'était assez... voilà. Parce que pour moi, on allait voyager dans chaque pays. Parce que j'avais commencé à apprendre la structure, quoi. Chaque signe, c'est on va dans un pays. Et pour ça, sur Jupiter, c'est non, on va dans ton pays, en fait. T'expliques ce que tu fais. Ce qui est, voilà. Et là, c'est tu expliques ce que tu es et ce que tu vis. Parce qu'en fait, j'ai vraiment cherché hier et avant-hier, sachant qu'on est en Saturne, saturnien. Et quand on est dans l'invisible, quand on est dans cette intelligence invisible, on est conscient des synchronicités, on est conscient des rêves, on est conscient de la petite voix, ce qui parle en nous, et on est attentif. Ça, c'est vraiment un enseignement important de Saturne. On est attentif. On est attentif au langage de Dieu, on est attentif aux lois de l'univers. Ça fait 2 jours que je sais que je veux en parler de Saturne, parce que ça progresse au fur et à mesure. Et je commence à avoir des messages sur les cheveux et la magie noire autour des cheveux, ce qui est très important. Et je vous ai promis d'ailleurs qu'après cet enseignement de 12, donc après le 12 de l'éclipse, je parlerai pendant 9 jours de la magie noire, ce qui va bien me faire marrer, et puis comme ça me permettra de parler des djinns. Je parle trop peu de mes créations. Et ça va être drôle, ça va vraiment être très très drôle, parce que je commence à voir l'enseignement et les djinns, on peut tellement se marrer, que je suis très très contente. Mais n'empêche qu'un, on le verra ensemble, un grand apostolat, une cathédrale de magie noire, c'est les cheveux. Mes amis qui me connaissent doivent se marrer parce que je parle souvent de mes cheveux et je suis jamais très contente de mes cheveux, mais ça c'est aussi lié à ce que j'ai vécu en tant que petite fille. J'étais toujours pas bien coiffée, et avec une mère surtout qui n'aimait pas mes cheveux. Je les trouvais, voilà, ils étaient pas raides, pas faciles à coiffer, ils font des nœuds et ils sont très fragiles. Ce qui est intéressant sur ce qu'on peut dire de l'enseignement des cheveux en spiritualité. Donc j'ai commencé à avoir cette symbolique des cheveux, puis on m'a dit tresse. Et j'ai fait, ah ouais, on est dedans, tresse. Et je me suis reconnectée, et là j'ai vu Saturne dans les tribus amérindiennes, notamment au-dessus de Vancouver. Et c'est toujours très précis, vous savez. Et j'étais pas été chercher le nom, parce qu'on m'a dit c'est pas le nom qui t'intéresse de la tribu, alors que je le connais, que j'ai été le voir, que j'ai traité plusieurs fois de cette tribu, parce qu'elle me passionne. Et là on m'a dit non, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc tu écoutes, on en revient sur on écoute la petite voix, on écoute la limite de la connaissance. C'est-à-dire qu'un Saturne bien aspecté, il fait un équilibre entre la connaissance par l'esprit, donc ce que l'on sait par la preuve, ce que l'on sait par la science, et ce que l'on sait aussi par le cœur, l'émotion, la lune, l'intuition. Et il met une limite à la connaissance par l'esprit pour laisser parler l'intuition, parce qu'il a compris sa place. Anneau, planète, enseignement, aller vers Vénus, aller vers l'amour, aller vers la lune, quoi. Aller vers l'humain. Donc il a compris ça, il a compris la place. Donc je ne cherche pas à avoir. Mais je me dis, je vois pas du tout d'enseignement saturnien. Moi, j'aurais pensé qu'on allait aller en Inde parler justement de l'importance de Saturne en Inde. Ou même, là, je vois les huttes de sudation. Ça tombe très vite. Inini, inipi, inipi. Sur les huttes de sudation. Je me dis, ah bah ouais, c'est vrai, c'est logique. C'est un rite de purification. Après tout, Saturne, on nous dit qu'il purifie le karma. Mais je m'interroge parce que je me dis, finalement, pour moi, le vrai purificateur du zodiaque, c'est Pluton. C'est Hadès. Donc je me dis, mais c'est un petit peu hadésien, un peu plutonien, un peu scorpionesque ton truc. Donc ça ne résonne pas non plus complètement.
la hutte de sudation. Et je me dis, mais est-ce qu'il existe des huttes de sudation sur le plomb? Et alors c'est là où on voit toute la scientificité sur les risques des huttes de sudation. Je n'avais jamais pensé qu'il pouvait y avoir des risques de huttes de sudation. Vous savez, comme j'en ai fait une de manière intuitive, en fait, une hutte de sudation, moi, c'est venu dans ma vie sans que je sache que je faisais une hutte de sudation. C'est quand je suis partie donc, à Tombouctou, au Mali. Je voulais absolument voir Tombouctou. Je ne voulais pas mourir sans avoir vu Tombouctou. Donc, à la fin de ma thèse, cadeau de fin de thèse, et je pars au Mali. Voilà, c'est complètement spontané, rien n'est prêt et tout s'aligne, je vous assure, mais tout s'aligne. Et notamment, on me dit, va voir. Ah zut, ça m'agace. Je le connais par cœur, mais c'est pas grave. Bon, lisez-le dans mon livre Suivre les lignes tracées par l'amour, parce que c'est vraiment cette histoire. Allez voir la main de Fatma, mais version American Valley, juste à côté du fleuve Niger, un peu en bas. Mais Tombouctou est de l'autre côté. Et on me dit, tu verras, c'est une porte pour aller à Tombouctou. Et effectivement, c'est une porte pour aller à Tombouctou. Mais les personnes qui m'accueillent savent que j'arrive. Et en fait, ils se posent la question de où est-ce qu'ils vont me loger. Quand ils me voient débarquer, sachant que j'ai passé une nuit dans un bus, c'était une nuit improbable parce qu'on traverse des zones rebelles, avec des combats, que tout d'un coup dans la nuit, je me réveille parce qu'il y a un militaire, ça a été su qu'il y a une blanche dans le bus, donc les militaires viennent dans le bus, il se met à côté de moi, donc je me réveille avec une mitraillette à côté de moi, enfin voilà, contre ma joue, et cet homme qui me dit je suis là pour vous protéger. Bon, bref, c'est quand même assez improbable. Et je me souviens très bien de l'homme qui m'accueille et qui me regarde, puis il regarde sa femme, et là, tu sens qu'ils avaient préparé un lieu pour moi pour dormir, et puis ils se disent non, c'est pas ça qu'on lui donne à la blanche, quoi. Hein. C'est autre chose. Et là, je les vois, en fait, réaménager une hutte de bois. Vraiment une hutte, amène la terre et tout, et puis allumer un feu. Et ils me disent, quand le feu s'éteint, là, tu vois plus la flamme, tu vas rester à côté, tu vas attendre, tu pourras rentrer. Évidemment, ça a lieu en fin de journée, vers la nuit, quoi. Et donc, je peux rentrer, il y a le froid, et à ce moment-là, je sens la chaleur. Et cette nuit-là, j'ai fait tellement de rêves. Oh là là. J'étais sous les étoiles, et j'étais en hutte de sudation. Donc, c'était ça, une hutte de sudation dans cet enseignement-là. Il y en a d'autres, et vous avez probablement vu et vécu. Je pense au Chili. Ah, c'est pareil, ça ne veut pas venir, hein, c'est fou. Aztecan, Aboscan, Telescan. Bon, j'en parle dans mon article avec Magdalena Sota sur ce que j'ai vécu au Chili. Donc, c'est dans Native, allez lire. Et voilà, c'est la hutte de sudation vraie, mais moi, je ne la connais pas. Et c'est là où je vois qu'il y a des risques dans les huttes de sudation. Et je me dis, et parce que je tape hutte de sudation et plomb, donc tout ce qui est intoxication, poison. C'est intéressant de se dire Saturne est lié au poison, lié au plomb. À l'alchimie, du plomb qui devient or. Et je me dis, c'est vrai, on aurait pu parler ça, donc magnifique rituel en Turquie et tout. Et ça résonne toujours pas. Et là, je tombe sur les cheveux de la terre-mère. Et je pensais vraiment que ça allait être ça, l'enseignement. Donc c'est effectivement le tressage, mais le tressage qui permet de donner la sauge, vous savez, nous, nos bâtons de sauge, et qui nous permettent de nettoyer au nom de la terre-mère et de tresser. Et moi, ça m'a relié à un livre que je vous encourage vraiment à lire, qui est génial, c'est Tresser les herbes sacrées. Et tout cet enseignement de cette femme, c'est comment elle a appris à observer la nature et elle l'a allié à son travail de botaniste, biologique, je ne sais plus. Et comment elle a associé son cerveau rationnel, scientifique, avec son cerveau d'héritière déjà d'un savoir d'une tribu, je ne sais plus lequel, je vous incite vraiment à regarder le livre, et son savoir de femme, aussi ce qu'elle a vécu en tant que femme, et ce qu'elle a appris par l'expérience avec ses étudiants on the field. Et c'est ça la quintessence, en fait, de l'enseignement saturnien. C'est Saturne par rapport à l'abondance, c'est pas l'abondance matérielle. Bien sûr, il va nous la faire comprendre, l'abondance d'argent. Mais c'est l'abondance des vies, c'est l'abondance des sagesses, c'est la capacité à être un caméléon qui s'adapte, mais qui va en même temps rester caméléon. Et c'est vraiment ça la quintessence de l'enseignement de Saturne. Et donc finalement, aujourd'hui, moi, l'enseignement de Saturne, ça va être de dire, être dans la quintessence de vos savoirs sacrés, et dans la quintessence, pour moi, de vous raconter une histoire, et notamment de vous raconter le rêve que j'ai eu cette nuit. Donc allez, on y va. On rentre dans le rêve, donc on prend quelques temps de
Parce que même moi, j'ai besoin de me réaligner. Alors, je rêve beaucoup, et je rêve depuis très longtemps. Et les rêves, c'est pareil, je l'explique dans Suivre les lignes tracées par l'amour. Je l'explique aussi dans le livre que j'écris. Je me demande si finalement je vais l'éditer ou pas. C'est un vrai questionnement. Est-ce que je mérite, ou est-ce que le monde mérite cet enseignement? Est-ce que le monde est prêt pour cet enseignement? Je ne sais pas. C'est une vraie question. Le rêve, quand il se présente à vous de manière consciente, quand il se présente à vous de manière mémorisable, quand il vient à vous le matin avec ce scénario fort, ce message, il vous demande déjà dans quel cadre avez-vous mis le rêve saturnien. Donc moi, le rêve, il intervient dans « je suis en train de faire ces capsules, je suis sur la 9e capsule, parce qu'il y a encore Uranus, Neptune et Scorpion, Pluton, 11-11 bien sûr. Et j'ai envie de parler de Saturne et Capricorne avec toute la sagesse que cela implique. J'écris pour être dans le rêve conscient et enseignant. C'est vraiment important d'apprendre à écrire dans un carnet avant de se coucher. Donc c'est ce que j'ai fait hier. Et c'est de demander. Je demande à Saturne de m'expliquer la quintessence de son enseignement. Et donc j'ai demandé, parce que je commence à me dire, est-ce que j'ai vraiment compris, moi, l'enseignement de Saturne pour ma propre vie? Est-ce que je suis à la hauteur de l'enseignement de ma propre vie? Et donc le rêve, c'est j'assiste à une conférence. Il y a une estrade, il y a un écran derrière. Et vous verrez dans le livre, je lis. Aussi dans les manières d'avoir cette connexion avec l'univers, c'est lire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le fait qu'on nous empêche de lire, qu'on limite notre lecture, c'est un vrai crime contre l'humanité pour moi. C'est important de lire. Et oui, ça demande un effort, mais c'est ça, former son esprit. Et il y a donc un écran. Et dans ce que vous allez lire sur Saturne version ce maître indien qui remet cet enseignement gratuit, il parle de l'écran de cinéma. Et en fait, nous, quand on voit un écran de cinéma, on va voir Star Wars, on va voir Dune, on va voir Bienvenue à Gattaca, on va voir Scream, on va voir Made à Manhattan, je sais pas, documentaire sur Zarathustra. On va voir un contenu qui est différent. On va voir Charlie Chaplin. L'écran est le même. Et en fait, savoir de conscience que l'écran est le même, donc que la vie est la même, la structure est la même. Par contre, ce qui change, c'est le contenu. Et donc, est-ce qu'on a conscience qu'on choisit le contenu, et donc qu'on peut choisir le contenu, ou est-ce qu'on est dans le contenu? Donc, toute la difficulté de l'hypnose par l'écran. Et pourquoi moi, aujourd'hui, quand je suis en stage, en formation, je dis à tout le monde, ne regardez pas vos écrans. Coupez-vous de vos écrans. Arrêtez de regarder des films, au moins le temps du stage. Je sais, c'est saturnien, mais j'assume. Parce qu'en fait, l'écran, c'est vous faire rentrer dans l'hypnose. Et c'est pour ça que je m'interroge beaucoup sur l'IA. Après, voilà, tout est parfait, parce que l'IA va accélérer l'hypnose, accélère la consommation rapide de contenu, sans persévérance de contenu. Et il y a un moment, on revient sur Terre. Ce que m'apprend la vie, c'est que justement, à passer 20 ans, 25 ans, on revient sur Terre et on rentre dans la vérité de la Terre, la vérité de la vie sur Terre. Le travail, la famille, la maison, la curiosité, le fait d'apprendre au quotidien à l'alimentation. Et donc cet écran se retrouve dans mon rêve. Et il est tout blanc. Et c'est important parce qu'en fait, le fait qu'il soit blanc, ça veut vraiment dire que tu es à l'origine de ton programme. Tu es l'auteur du programme. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette conférence? Il y a 2 hommes. Un homme que je n'identifie pas, qui est ombre en fait aujourd'hui quand je vous le dis, et un homme que je connais, qui est mon directeur. Voilà, c'est directeur. C'est mon archétype, c'est directeur. C'est un homme que j'ai rencontré et qui reste pour moi un enseignant invisible, alors qu'en tant qu'être humain, on s'est vraiment loupé.
Pour moi, c'est vraiment le rendez-vous manqué, cette rencontre avec cet homme, mon directeur. Mais c'est comme ça. Mais il reste un enseignant de mes énergies invisibles. Il est très fidèle. Il est très, très souvent là, mon directeur. Et évidemment, quand je les écoute, il me parle d'une école où il faut aller. Et évidemment, comme j'aime ce directeur, je veux aller, moi, dans cette école. Je veux retrouver mon directeur. Donc, c'est le conte de fées. Ce qui, je vous rappelle, est le sens même de la vie. On vient vivre cet amour. Et là, je vois mon stylo qui se pose et je me réveille, mais je suis dans le rêve. Donc, c'est pas Céline qui se réveille, c'est Céline dans le rêve qui se réveille. Donc, déjà, je suis Céline, je suis moi. C'est très important aussi pour un rêve. Hein. Et là, je me réveille, donc en tant que Céline, avec mon sac, mon carnet, mon stylo, et je suis dans une station de métro. Alors pour moi, c'est la station de métro, je ne sais pas si vous avez vu, c'est hyper intéressant de le dire, le film About Time, qui est une notion de qu'est-ce que c'est le temps et qu'est-ce que c'est la vie. C'est un film magnifique pour comprendre l'essence aussi de qu'est-ce que c'est vivre une journée. Qu'est-ce que c'est répéter une journée et qu'est-ce qui fait la différence dans une journée entre subir sa journée et vivre sa journée. Et donc je suis dans cette scène-là, c'est-à-dire dans ce métro-là que ça fait très longtemps que je ne suis pas allée à Londres. Hein. La dernière fois que j'étais à Londres, je pense que c'était en 2011, donc ça fait vraiment longtemps, quoi. Mais je suis dans ce métro-là et je vois plein de possibilités de train. Et il y a la possibilité du train pour moi Harry Potter, quoi, qui est parallèle avec J.K. Rowling, dont j'ai étudié le thème astral. Donc voilà, on revient sur un lien entre ma réalité, ce que j'étudie en tant que Céline réveillée, et ce qui se passe dans mon rêve. Et là, je vois tout le monde qui veut prendre le même train, parce qu'on est à New York. C'est là où ça se... Quand j'entends les chiffres, on bascule donc de Londres à New York. Et là, New York, moi, c'est une ville qui était un rêve. J'ai vécu en rêve, vraiment. Je voulais aller à New York, c'était un rêve d'aller à New York, c'était le rêve de mon grand-père. Et d'avoir été à New York, la première fois que j'étais à New York, j'étais quasiment en larmes tellement j'étais heureuse d'être à New York. Et cette ville représente pour moi un rêve, et ça reste un rêve éveillé. C'est une ville magnifique, on dit ce que l'on veut sur New York. C'est une ville magnifique, c'est une ville que je souhaite à tout le monde de voir. Elle est géniale, cette ville. Enfin, voilà, on dit en anglais, she worth every penny. New York vaut toujours le coup, quoi qu'on fasse. Voilà, c'est pareil, c'est très critiqué aujourd'hui New York, surtout en spiritualité, où on nous dit que c'est le capitalisme incarné. Ben ouais, c'est peut-être le capitalisme incarné, mais c'est une ville qui a donné de la chance à des immigrés. C'est une ville qui a été bâtie pour mettre la structure, l'entreprise en avant, pour construire quelque chose qui nous dépasse. C'est une ville qui a subi des attentats et qui se relève. C'est une ville à la rencontre. C'est une ville-île, Manhattan, hein, avec des ponts qui expliquent énormément de choses sur notre vie spirituelle. Enfin voilà, donc moi, le fait que ça se transforme à New York, ça veut dire que je suis en pleine possession de mes moyens dans le rêve. Et là, tout le monde veut prendre le même train qui va du 14 au 18. Alors, je ne sais pas si c'est exact, j'ai un doute en le disant de manière éveillée. Je dirais de 14 à 22. Parce qu'en fait, on va à World Trade Center, hein, quand on choisit ça, on va en downtown. On va vraiment dans la pointe de Manhattan et on va à World Trade Center. Et c'est pas ça qui est dans la conscience, c'est juste une manière de vous dire où est-ce qu'on va géographiquement. On va à downtown, on va à Wall Street. Et c'est plus intéressant de dire ça d'ailleurs. Et là, je vois tout le monde qui veut prendre le même train. Et je dis, mais c'est pas possible, on va être comme des poissons dans une boîte à sardines. Moi, ça m'intéresse pas d'être dans une boîte à sardines. Ouais, mais c'est le truc qu'il faut faire, quoi. Et moi, je regarde autour de moi et là, je vois qu'il y a un train rapide qui va vers la plateforme, enfin vers la rue 1 à 7. Je dis, moi, je vais prendre ça, en fait, hein, parce que me mettre dans le truc à sardines, ça m'intéresse pas. Mais tout le monde me dit, c'est la meilleure manière d'y aller, c'est comme ça qu'il faut y aller. Je dis, ouais, mais bon, moi, je fais un calcul dans ma tête. Aller de 1 à 7, ça va aller vite. Je vais pas avoir tous les stops, donc je vais aller et puis je vais remonter à pied. Pas de problème, quoi, facile, j'adore marcher. En plus, on est à New York. Donc, c'est ce que je fais. Et ce qui est chouette, c'est que dans ce train-là, c'est très lumineux. Il y a d'autres personnes, on est très apaisé sur notre choix. On y va. Et évidemment, on est de l'autre côté du pont. Et il faut traverser le pont. Et en fait, il y a du vent, ça bouge. Et puis, voilà, on se dit, finalement, pourquoi ça paraissait si dur que ça? On vient d'un autre monde. Et donc, on arrive, on traverse le pont,
Et là où est-ce qu'on arrive, c'est Disneyland. C'est vraiment fête foraine, quoi. Et il y a tout le monde qui a pris son train. Et c'est facile. C'est la barbe à papa, les pommes, vous savez, les jeux, la musique, les manèges, et tout le monde est surexcité après avoir pris son train bondé, quoi. Et moi, je suis là. Ah ouais, c'est vrai, j'aime bien Disneyland. C'est vrai, c'est cool. Mais c'est pas mon objectif, en fait, d'être là. Ça m'intéresse pas d'être à Disneyland. Elle est où l'école? Moi, je veux aller à l'école, qu'on m'a promise d'aller à l'école. Et je sais que c'est entre bah voilà, je sais que c'est entre la rue 14, 18, 14, 28. Donc, je veux aller dans cette école. Où est-ce qu'elle est? Bah là, on me dit, il faut que tu prennes un petit train. Tu prends un petit train qui va dans le noir. Sympa, hein? Et ce petit train qui va dans le noir, bah, on a l'impression d'être dans les égouts de Paris. Là, on va à Paris. Donc c'est pour moi Belvédère, Belphégor, là, le fantôme. Je retrouve une amie d'enfance là-dedans, dans ce train-là, qui est le conducteur et qui est en même temps à côté de moi. Et je suis la conductrice. Et du coup, je vois que beaucoup de personnes s'arrêtent pour faire pipi. Je dis, ah bon, on peut faire pipi? Je dis, mais moi, je ne vais pas faire pipi n'importe où, hein. Et là, je m'aperçois que quand on avance, il y a des toilettes qui ont l'air propres et surtout, il n'y a personne qui y va. Donc moi, j'y vais. C'est très, très, très symbolique parce que c'est une toute petite pièce qui est en rouge, mais carmin, un peu comme ce rouge-là, framboise. J'y vais, ça se passe bien. Ça se libère. Hop, je reprends mon train. Et là, j'arrive devant la magnifique école, qui est une œuvre très moderne, très futuriste. Ce serait un peu Guggenheim. Sauf que Guggenheim, quand on connaît New York, c'est complètement haut. Mais voilà, c'est un petit peu cette ambiance-là. Et là, je rentre et je retrouve donc Philippe, coucou Philippe, qui est l'animateur de la chaîne On ne vous demande pas d'y croire. Et j'avais rencontré, moi, il y a 4 ans, en allant en Corse, parce que je rêvais d'aller en Corse, sachant qu'en ce moment, Napoléon est très présent dans mes énergies, que j'ai lu plein de choses à nouveau sur Napoléon, Napoléon Ier, 2, 3. Je voulais refaire la distinction entre le père, le fils, le neveu, qui avait été qui, comment ça s'était passé. Enfin, je voulais réviser mon histoire. Voilà, moi, ça m'arrive, hein, comme ça, j'ai envie de réviser l'histoire, ça fait toujours du bien. Et le personnage de Joséphine, de Marie, zut, Marie-Eugénie, je pense, je ne sais plus comment elle s'appelle, la deuxième femme qui lui donne son fils et qui, voilà, nous apprend des choses sur le pouvoir, la relation à l'exil, enfin plein de choses. Et ça, c'est vraiment la symbolique que j'extrais, moi, quand je vous dis ça. Parce que quand j'arrive dans cette école, Philippe est en Corse, donc j'essaie de tout ça, à être dans cette symbolique-là. Et en fait, il me dit, ah ben, on va parler, on parle, donc c'est ce que j'ai vécu. Et je reste à écouter. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand j'avais été le voir la première fois, j'avais écouté quelqu'un, son cousin, Jean-Jacques Casanova. Et, euh, et là, c'est inversé. C'est moi qui parle en premier. Et il me dit, tu vas écouter alors un monsieur que je vais garder sous silence parce que ça reste personnel. Mais pour vous donner juste l'idée de l'énergie, c'est que c'est quelqu'un que je me demande s'il ne va pas être un de mes maîtres à penser, à illuminer. Voilà, quelqu'un qui va potentiellement, qui est là pour me guider. Et donc, c'est lui qui parle, c'est lui qui est la star. Et donc, moi, comme je sais qu'il est là, je reste, j'ai envie d'écouter, forcément. Hein, c'est important pour moi. Et donc, je rappelle que j'ai ma besace avec moi. Donc, je sors, et là, il y a quelqu'un d'autre à côté de moi. Et ce quelqu'un d'autre, je pense que c'est la première personne qui était dans l'amphithéâtre avec le directeur. Et là, je le vois à côté de moi. Il se met dans l'angle, en fait, de la caméra. Mais sauf que lui, on ne le voit pas. Il n'y a que moi qui le vois. Et du coup, comme il y a une attraction, qui se fait, hein, qui est là, qui est inexplicable, mais c'est comme ça que le rêve est présenté. Je me retrouve, du fait de cette force d'homme qui est une masse, en fait c'est une ombre mais qui est gentille. C'est vraiment une ombre qui est gentille, c'est la meilleure manière de la symboliser. Je me retrouve dans le champ de vision de l'interview, alors que Philippe et cet homme, qu'on va appeler éveillé, figure d'inspiration, ils sont là. Donc c'est bizarre que je sois dans le champ. Mais Philippe me dit gentiment, Céline, tu es dans le champ, et c'est lui qui parle, donc enlève-toi du champ. Et il perçoit qu'il y a une présence. Donc il me dit, te laisse, enfin voilà, avec ta présence. Et comme cet homme est un être éveillé, il me dit non, mais c'est intéressant qu'elle soit là à ce moment-là de l'interview. Qui t'es? Il me pose des questions et je lui raconte
mon train, mon choix de train, Harry Potter, le métro Bombay, la fête foraine et tout. Et là, il me dit, mais c'est passionnant ce que tu expliques, en fait. C'est bien que tu parles, en fait. Vas-y, vas-y. Et là, je réalise que je suis pas dans la bonne école. Je dis, mais en fait, je sais pas là où je dois être. Je me rappelle du plan. Je me rappelle que je ne suis pas allée dans la bonne gare, en fait. Ou en tout cas, je suis pas allée dans la bonne gare. Je suis pas née dans la bonne gare. Je suis pas partie de la bonne gare. Je me souvenais pas que j'étais pas dans la bonne gare. J'aurais dû prendre un train pour aller dans la bonne gare. Et on me regarde, on me dit, ah bon? Et je dis, mais oui, parce qu'en fait, le, le- le chemin, il était tracé. Je devais partir de cette gare pour aller dans une autre gare pour prendre le train qui m'amène dans l'école où je vais retrouver le directeur. Il me dit, oui, 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 t'as raison. Et il m'ouvre la voie. Et il me met dans le train qui me permet d'aller dans la gare et de prendre le bon train. Et quand je me retrouve dans ce bon train, je réalise que j'avais rien à foutre à New York. C'est génial. Je comprends pas pourquoi je me suis pas souvenue du message de la conférence. Je me dis, mais c'est pas possible. Pourquoi tu as oublié les instructions de la conférence qui savait que tu n'avais pas à aller? En fait, tu avais la clé. Mais tu as suivi finalement les propositions qu'on t'a données. Tu as suivi un chemin, mais que tu devais réaliser que c'était à toi de prendre la vraie direction, ou en tout cas la direction dont tu es créateur. Tu savais que tu pouvais aller dans cette autre gare pour aller hors de la ville. Parce que évidemment, l'école sacrée de directeur, elle est hors de la ville. Et surtout, ce qui est génial, c'est que quand je prends ce train, alors qu'il y a un TGV, là, pour le coup, on n'est plus dans du métro, petit train, grand train, train, voilà, j'aurais envie de dire de région, TER. Donc on a vraiment, c'est intéressant, toutes les symboliques. Là, je suis dans le TGV. Mais c'est un TGV qui, étrangement, prend son temps et qui me permet toujours de voir. Et là, je me dis, ah ouais, c'est génial quand même de sortir de tout ça. J'avais pas envie d'être dans tout ça. Moi, je veux être dans mon TGV qui m'amène vers l'école magnifique. Et là, je rentre dans un campus magnifique avec bah voilà, une université magnifique et qui m'accueille. Voilà. Ça, c'est l'enseignement de Saturne. Je vous laisse. Je serais très très curieuse de vous écouter sur ce rêve en fonction des éléments que je vous ai donnés. Et franchement, si ça vous parle, si ça résonne, si ça vous éclaire, qu'est-ce que ça éclaire chez vous? Qu'est-ce que ça vous dit sur l'enseignement de la vie? Qu'est-ce que ce rêve? Alors, c'est sûr que je pense que je vais l'écrire et je vais le mettre par écrit. Et voilà, c'est un très beau rêve. Je pense qu'il va me suivre aussi, moi, pendant plusieurs jours. Il y a une éclipse dans 3 jours, donc il arrive aussi à un moment éclipse. Voilà. Et bah, je serais vraiment curieuse si vous pouvez et que vous écoutez ce rêve. Je vais le séparer, je vais faire pareil. Pour les Manoïti, bah, ils vont avoir le timestamp. Et puis je vais le séparer pour le publier en séparé parce que je trouve qu'il est vraiment important dans la. Voilà. Et c'est un vrai don de donner. C'est important, là j'entends, on me dit c'est vraiment un vrai don de vous faire ce don de mon rêve. Parce que c'est un rêve qui est personnel, qui me regarde aussi. Mais en vous donnant, enfin, c'est mon jardin secret quoi, ce rêve. Je ne vous donne pas tous les éléments secrets, mais il y a des choses que je ne vous ne dis pas dans le rêve parce que ça me regarde et je n'ai pas envie de les dire. Je vous parle juste quand même d'un personnage et je vous dis qu'il y a un secret. Mais il y a d'autres secrets, bien sûr. On me dit arrête. Et voilà, c'est un cœur. Vous donner ce rêve. Donc bah, j'espère il pourra vous illuminer sur votre chemin de Saturne. Sur ce, on fait le rituel saturnien de clôture.